elle ne voyait pas la discrimination qu'elle subissait, elle voyait juste son statut de français. Et elle semblait s'énorgueillir parce que pour elle, à cette époque, être français habitant de ces 4 communes-là, c'était son privilège. Alors, donc, l'individu qui habitait ces 4 communes-là parlait le français de la métropole. Et quand il lui arrivait de revenir dans son village, hein, en fait, il regardait un peu de haut ses autres camarades d'âge qu'il avait laissés là-bas et qui n'avaient pas la chance comme lui d'entrer à l'école. Et sa communauté avait un certain complexe envers lui. Donc, cette éducation coloniale avait créé, je le répète, des sujets en apparence africains, mais qui étaient profondément acculturés. Et personne mieux que notre ancien président Senghor n'a exprimé l'idée d'assimilation. Donc, il parlait de sa propre personne, et là, il avait écrit une phrase dans son ouvrage Liberté 1, il dit ceci: je pense en français, je m'exprime mieux en français que dans ma langue maternelle. Donc Senghor, on voit ici, est l'exemple typique de l'assimilé. D'ailleurs, je trouve que Senghor aurait fait un bon premier ministre pour le Québec pour sa défense du français. À la seule différence que, je pense, les Québécois, en fait, veulent qu'on impose le français par refus d'une domination, celle de l'anglais. Mais Senghor, lui, voulait en fait imposer le français par complaisance envers le dominant, envers le français. C'est cela la différence entre, il me semble, Senghor et les Québécois. Il aurait fait d'ailleurs aussi un bon militant pour la société Saint-Jean-Baptiste, là, qui se bat pour imposer le français au Québec. Et on voit ici, et je vais donner une citation de Césaire pour montrer la différence qu'il y avait entre un Africain comme Senghor assimilé et un Antillais comme Césaire. Et on sait que les Antilles étaient français bien avant les Corses. Césaire qui était un Antillais, qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'étude du français? Il dit, Césaire, je le cite, le français est pour moi un instrument, mais il est tout à fait évident que mon souci a été de ne pas me laisser dominer par cet instrument. C'est-à-dire qu'il s'agit moins de servir le français que de me servir du français pour exprimer nos problèmes antillais et exprimer notre moi africain. Là, on voit que l'antillais était beaucoup plus africain que l'africain lui-même. Donc, c'est pour dire, en fait, pour vous dire que cette assimilation-là, cette éducation coloniale, constitue pour moi un des fondamentaux qu'il faut aller revisiter pour comprendre un petit peu les problèmes, en fait, vécus par le continent africain. On peut bien entendu parler d'économie, de technologie, mais pour moi, c'est des phénomènes, il y a des fondamentaux, et un des fondamentaux, c'est l'éducation coloniale, qui a formé un certain type de citoyens, et malheureusement, nos premiers dirigeants ont été formatés par cette école coloniale. C'est pourquoi je suis d'accord avec l'historien Joseph Kizerbo, quand il dit « Sans une vraie éducation africaine, il n'y a rien à espérer ». Alors, mon deuxième point, je veux dire, en fait, il est solidaire du premier, parce que d'un côté, on a les intellectuels assimilés, d'un autre, il y a eu un certain type d'intellectuels qui ont tout de même réussi à ne pas se laisser en fait influencer par des valeurs autres. Et moi, ces intellectuels, je les appelle les intellectuels nationalistes. Je vais donner 2 exemples rapidement. Et je sais que mon ami Léopold va être content d'entendre que je vais citer Adam Ndoya. Donc c'est un Camerounais. Adam Ndoya, donc c'est un intellectuel nationaliste. Il a été roi en fait de ce royaume-là qu'on appelle le royaume Bamoun, et qui se trouve un peu à l'ouest, Léopold qui ne connaît pas, donc à l'ouest du Cameroun. Donc le royaume Bamoun, en fait, avec ce sultan Ndoya, en fait, a connu une sorte d'apogée. Le sultan Ndoya a inventé une écriture, il a institué un bureau d'état civil, on a commencé à enregistrer les naissances. L'histoire, en fait, les lois, les jugements des tribunaux ont été consignés par écrit avec l'écriture que cet homme a inventée. Il a écrit une histoire du royaume Bamoun, en fait, composée de 1100 pages avec cette écriture-là.
Qu'est-ce que les colonisateurs vont faire avec lui? Ils l'ont exilé à Yaoundé, donc de l'ouest de l'île à Yaoundé. Ils l'ont emprisonné et cet homme est mort, malheureusement, 2 ans plus tard, dans les eaux françaises. On a interdit son écriture. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec les gouvernements qui ont été formatés par l'éducation coloniale, ces gouvernements-là viennent et ne font rien pour promouvoir ce type d'enseignements qui ont été en fait élaborés par ces intellectuels nationalistes-là. Au Cameroun, on n'enseigne pas, malheureusement, l'histoire du peuple baboun. Aujourd'hui, le Cameroun participe donc de la discrimination envers l'histoire africaine. Et je pourrais étendre cet exemple à tous les pays africains. Au Sénégal, on pourrait prendre l'exemple de l'intellectuel, de l'historien Cheikh Anta Diop. Cet homme a, dans les années 50, présenté une thèse où il a remué beaucoup de poussière dans l'histoire africaine. En fait, durant sa soutenance, et après donc, durant ses soutenances, on lui a donné une mention honorable pour lui dire, parce qu'à l'époque, la mention honorable signifiait que la personne ne pouvait enseigner. C'était une sorte de punition, en fait. Parce qu'il était allé à contre-courant de ses maîtres de la Sorbonne. Parce qu'en général, les Africains, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils aimaient bien que les maîtres de la Sorbonne viennent les féliciter pour leur travail. Mais Cheikh Anta Diop, comme il est allé à l'encontre des thèses défendues par ces maîtres de la Sorbonne, on lui a donné la mention honorable pour lui dire tu ne vas pas enseigner parce que bon, tu as osé aller outrepassé en fait l'enseignement général qu'on donne dans nos universités et qui consistait un peu à faire table rase de l'histoire de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas découragé. Il est venu au Sénégal, il a continué à militer, il a pris un parti pour un peu concrétiser ses idées politiques. Pour ça, il a été emprisonné à Diourbel. On ne lui a pas donné la possibilité d'enseigner parce que Senghor a estimé qu'il fallait respecter la mention qui a été donnée en France à la Sorbonne, donc il ne fallait pas lui donner une chaire d'enseignement. Alors que cet homme avait apporté quelque chose de nouveau dans l'histoire africaine, essayer de donner une nouvelle personnalité, une nouvelle dynamique en fait aux Africains. Mais malheureusement, ce n'est que à la fin des années 70, début des années 80, que cet homme a commencé à former les Africains. Malheureusement, il est mort quelques années plus tard et n'a pu former que quelques étudiants africains. Donc tout ça pour dire que avec l'enseignement colonial, on a plutôt favorisé les intellectuels assimilés et on a rabaissé un petit peu les intellectuels nationalistes. Tierno a parlé de Lumumba, des gens, on peut le classer parmi les intellectuels nationalistes, il y en a beaucoup d'autres. Ces gens n'ont jamais été promis. Au contraire, soit on les persécutait, soit on les exécutait, et rien n'était fait pour promouvoir leur œuvre. Alors,